Une production Binge Audio, évidemment. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de Chaud Dedans et encore plus heureuse qu'elle s'ouvre avec une docteure que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines, alors que je me posais encore, comme vous sans doute, 1000 questions sur la ménopause, notamment sur les effets secondaires dont on ne parle que rarement, comme le brouillard mental, les acouphènes, les infections urinaires. Il faut que je vous dise, depuis la saison 1, je prends un traitement hormonal. Après de longues hésitations, parce qu'au départ, je souhaitais vivre cette transition sans hormones. Mais comme je n'ai pas d'antécédent de cancer du sein, je me suis dit que c'était bête de me priver de ce que la médecine propose. Tiens d'ailleurs, je vais lui demander au docteur Linné ce qu'elle pense du nouveau traitement sans hormones qui vient de sortir contre les bouffées de chaleur. Comment j'ai trouvé le docteur Thelma Linné mérite une petite explication. L'une de mes meilleures amies m'avait offert un livre sur le gynécologue dont on rêve toutes, ouvert, dans l'empathie, sans jugement, à l'écoute. Ce livre s'appelle Le cœur des femmes de Martin Winkler et c'est lui, cet écrivain, médecin, que j'avais contacté, qui m'a recommandé Thelma. Celle-ci a écrit à son tour un guide gynéco en suivant des principes simples. En cabinet, on fait parler les femmes de leur vie, on les écoute, au lieu de leur asséner une vérité médicale à la chaîne, comme ça peut se passer dans certains cabinets. Bref, on les respecte. Bonjour, docteur Linné. Bonjour. Vous êtes gynécologue, ex-obstétricienne parce que vous ne faites plus d'accouchement. Alors on va venir aux questions médicales dans un instant et notamment ce nouveau traitement sans hormones que vient de sortir un labo allemand. J'aimerais d'abord que vous me racontiez, et à toutes celles qui nous écoutent, qui peut-être ont lu Le cœur des femmes que j'évoquais à l'instant, comment vous êtes entrée dans ce cercle des gynécologues qui a repensé l'accueil et le soin des femmes? Alors, historiquement, j'ai toujours été un petit peu... Les études médicales m'avaient un petit peu choquée en tant qu'externe. On rentre au fur et à mesure de ces études quand même dans une sorte de pensée médicale. On essaie de respecter ce que nous apprennent les anciens. Et puis, on a des patrons qui sont assez impressionnants, qui nous disent qu'il faut faire comme ça. On les trouve très bien, donc on se dit on va faire. Et puis, mais ça, c'était toujours un petit peu en désaccord parfois avec ce que je pensais. Et puis, je suis jeune chef de clinique et on me donne dans les mains un bouquin qui s'appelle Contraception mode d'emploi. Qui est fait... Du fameux Martin Winkler. Exactement. Et je tombe un peu sur les fesses parce que je me rends compte que ce qui est écrit dans ce livre correspond pas à ce que j'ai appris et que je trouve une sorte de modèle quelque part. C'est un peu dans l'émotion, je suis désolée, parce que c'est vraiment important ce bouquin. Et je me dis que c'est possible en fait. Et qu'on n'est pas obligé de... C'est comme ça, il n'y a pas le choix. On peut à la fois rester dans quelque chose de scientifique, ce que j'aimais bien, dans les études qu'on m'a appris, mais aussi on pouvait ouvrir quelque chose et donner la possibilité aux personnes dont qui on s'occupe, qui nous font confiance en fait, de leur donner le choix. Et la contraception, c'était très adapté pour ça, le choix dans leur destinée, entre guillemets, de vie, de choix de paternité ou non, d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je suis un peu tombée sur les fesses. Et j'ai un peu réfléchi j'ai un peu repensé ma façon de réfléchir. D'abord par la contraception, c'est par la contraception que c'est arrivé. Et puis après, sur la vie d'une femme en général, la maternité, l'absence de maternité, le désir, voilà. Moi qui étais très formée dans le vivant, l'accouchement, l'accompagnement de la naissance, ce genre de choses, en fait, j'ai ouvert mon cercle à cette vision-là. Et puis après, j'ai eu de la chance de rencontrer plein de gens merveilleux, Philippe Fauché, Daniel Assoun, qui sont maintenant des gens avec qui j'ai écrit des livres. En fait, l'idée, c'était juste de voir derrière la patiente, la personne. C'était chouette. Et c'était chouette parce que ça marche, en fait. À partir du moment où on ouvre le discours, ça marche parce que les personnes ont des choses à nous dire. Et le fait de pouvoir leur apporter ça, c'est très très chouette. C'est l'antithèse des violences gynéco qui peuvent se passer parfois quand effectivement il n'y a pas d'écoute. Exactement. Et ce qui m'a frappé quand je suis venue dans votre cabinet, c'est qu'il n'y a pas d'étrier. Enfin, toutes nos auditrices sauront de quoi je parle. Hein. On n'est pas là à se dire, on y va, l'examen gynéco, on ne coupe pas de toute façon. Ouais. Alors, et puis moi, c'était important d'avoir 2 salles surtout, d'avoir une salle d'accueil. Qui était vraiment dédiée, éviter d'avoir une table entre 2 personnes, ouvrir le discours, que les personnes puissent regarder ce que je tape pour qu'il y ait de la confiance qui s'installe. Et puis d'avoir une salle d'examen qui soit un petit peu à part. Il y en a que ça ne dérange pas, hein, mais moi j'ai toujours trouvé, même après 35 ans de consultation gynéco, 2 accouchements aussi, que c'était
pénible en fait, que c'était pas un moment anodin. Mais non. Et c'est un moment qui est stressant, qui est vécu dans la douleur pour un tiers des personnes. Il y a un tiers des femmes qui viennent en consultation gynéco qui ont peur de l'examen. Et il y en a un tiers à peu près, c'est sur une étude de 2014, il y a un tiers des femmes qui ont mal. Donc oui, non, c'est pas anodin et c'est pas indispensable en plus. Et là aussi, c'est pareil. Quand en 2014, je tombe sur une autre étude, là, on est un peu plus tard quand même, qui dit en fait, l'examen gynéco, sauf exception, c'est pas indispensable. Et on peut laisser le choix d'en avoir un ou pas. Du coup, ça permet aussi de se dire, cette partie, cette salle, cet endroit d'examen, il est peut-être pas non plus, il n'a pas à être central dans la relation que je vais avoir avec la personne qui vient en consultation. Et si la femme, elle se dit, non, pour moi, ça n'a pas de sens, c'est pas intéressant, on laisse tomber, c'est pas grave. Et je dis, écoutez, la seule obligation, c'est un dépistage tous les 5 ans quand on a moins de 50 ans. Donc, finalement, on a aussi cette possibilité de sortir d'une sorte d'infantilisation des femmes qui consiste à dire, faut y passer tous les ans, c'est l'obligation, c'est nécessaire. Les études scientifiques, c'est pas ce qu'elles disent. Donc, moi, ça me permet aussi de permettre ce type de suivi. Quand on vient vous voir pour la ménopause, ce qui est intéressant, c'est que vous soumettez un petit document pour faire le point, en fait, des effets. Alors d'abord des mythes et malentendus sur la ménopause, et puis de si on fait un traitement, les effets positifs et les effets négatifs également. Donc, vous, en toute connaissance de cause, justement, ce que n'ont pas toujours les femmes lorsqu'elles vont consulter l'information pour éclairée. Un traitement hormonal. Et d'ailleurs, donc, vous aimez bien déconstruire les idées reçues sur la ménopause, et notamment que c'est pas grave. Non, rien n'est grave. J'ai la chance de faire un métier où on accompagne. C'est pas un métier archi-médical. Parce que la contraception, la ménopause, je fais aussi des transitions pour... voilà, c'est des choses où on accompagne des personnes d'un état A à un état qui évolue. On ne sait pas lequel, mais on sait que ça évolue. On n'est pas dans des maladies sauf exception. Et on a la chance de pouvoir accompagner des personnes dans des moments de vie. Voilà. La ménopause, c'est pas un moment physiologique. Voilà, l'espèce humaine, elle n'a pas été conçue pour vivre la ménopause. On la vit aujourd'hui parce que on a la chance de vivre dans des maisons, d'avoir de l'eau courante, d'avoir des docteurs et de pouvoir vieillir. Mais sur le papier, c'était pas prévu. Donc, nous, on arrive dans un moment de vie qui, aujourd'hui, est fréquent. Et tant mieux, parce que je suis très heureuse de pouvoir être, comme disait une femme politique il y a quelques temps, une vieille femme ménopausée. Et parce que ça arrive et que c'est bien. Voilà, pouvoir vieillir aussi, mais bien vieillir, c'est sympa aussi. Et j'ai de la chance de pouvoir aussi proposer quelque chose qui accompagne cette zone de transition aussi, entre un état A et un état B, qui est assez pas très positive. C'est pas une image super positive en Europe. Cette fameuse transition climatérique, pour employer des mots scientifiques. J'ai beaucoup de patientes qui me disent « je suis foutue, je ne sers plus à rien ». On a des mots très durs qu'on entend nous en consultation. Alors qu'en fait, c'est le début d'une autre vie, ça peut être très chouette aussi. Et j'ai la chance de pouvoir proposer des choses qui permettent de passer le cap de la meilleure façon possible. Mais là aussi, sans imposer quoi que ce soit. Parce que la science, encore une fois, me permet de proposer quelque chose qui permette d'améliorer les symptômes qu'on connaît, parce que c'est les plus faciles. Voilà, les bouffées de chaleur, les sueurs la nuit, mais aussi d'autres symptômes. Moi, je suis très sensible des articulations, par exemple. Je sais que quand je ne prends pas mes hormones, j'ai mal aux articulations et que ça vient très très vite. Pour moi, c'est un symptôme. Moi aussi, c'était un symptôme très fort, notamment dans les mains. Oui, les coudes aussi chez moi, mais chaque personne va avoir ses expressions. Et on ne peut pas savoir qu'on a des symptômes de ménopause si on ne sait pas qu'ils existent, parce que, notamment les articulations, c'est souvent mis sur de la vieillerie. On dit, c'est de la vieillerie, c'est de l'arthrose, machin. On ne sait pas faire la différence entre le vieillissement du corps et puis ce qui est lié aux hormones. Mais on va revenir à ce traitement hormonal, mais juste par rapport au ressenti des femmes qui viennent vous voir, qui vous disent, je suis foutue, je suis vieille, je connais ça par cœur. Il m'est arrivé de penser à la même chose aussi, mais je me suis soignée, docteur, depuis. Est-ce que c'est pas lié aussi à la fertilité, la perte de fertilité? Mais alors ça, c'est très amusant, parce que en vrai, c'est une transition très psychique. Parce que l'écart entre l'âge du moyen du dernier enfant et l'âge moyen de la ménopause, c'est 10 ans. C'est-à-dire que quand la ménopause arrive, en moyenne, les femmes n'auraient pas pu concevoir depuis une dizaine d'années avant. Donc il y a un écart énorme entre la moyenne de la fertilité, 41 ans, à partir de 41 ans. La moyenne pour le dernier enfant, en fait.
possible. Naturellement en tout cas. Pour la moitié des personnes, c'est 41 ans. La ménopause aux alentours de 50-51. Et donc, il y a une dizaine d'années d'écart entre la fertilité réelle et la fertilité imaginaire, parce que ça, on projette dans un imaginaire. La ménopause, c'est la fin des règles. Donc, on rentre dans un imaginaire de conception, mais c'est pas la vraie vie, parce que ça fait déjà 10 ans que c'était plus possible. Oui, il y a cette notion de je peux plus concevoir, donc je suis plus bonne, donc je suis plus fertile. Voilà, en sachant que c'est authentiquement virtuel, parce que ce ne serait pas passé plus de choses, et 5 ans plus tôt, même si la personne n'avait pas eu de contraception, très certainement, il n'y aurait pas eu de grossesse non plus. Et c'est pour ça qu'on parle d'une construction sociale de la ménopause aussi. Exactement. Parce que c'est le regard de la société sur les femmes qui l'absence de règles qui donne l'impression que c'est foutu. Qui ne peuvent plus procréer, entre guillemets. Je voulais avoir votre avis sur ce traitement sans hormones. C'est un traitement sans hormones qui a été sorti par un labo allemand, qui n'est pas encore commercialisé en France, mais qui arrive bientôt. Je ne suis pas dans la boule de cristal, mais en tout cas, il y en a un qui est déjà commercialisé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il faut en penser alors ? Alors, pour l'instant, l'idée du traitement, c'est de se dire, on ne va pas faire de l'hormone, parce que l'hormone, on connaît, on sait déjà, on a déjà ce qu'il faut. Et ici, on cherchait quelque chose qui soit non hormonal, qui permette d'améliorer les symptômes les plus pénibles. Alors, ça dépend des personnes, mais pour beaucoup de personnes, les sueurs la nuit, les fatigues, les bouffées de chaleur. Et dans le cerveau, on a des petits neurones qui décident d'être tout fous à partir du moment où ils ne sont pas calmés par les hormones. Donc, ces petits neurones, ils ont les hormones qui les détendent. Et puis, il y a des petites molécules qui les excitent. Mais depuis toujours. Et à partir du moment où il n'y a plus les hormones pour les détendre, les hormones qui les excitent prennent le dessus et décident d'énerver cette zone du cerveau qui est la zone qui gère pas de chance la température, la pression artérielle, et ce qui explique tous ces symptômes. C'est ce qui se passe pendant les bouffées de chaleur. D'accord. Oui, on a vraiment une dérégulation du climat. En vrai, mais il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi la pression artérielle, il y a plein de choses qui sont gérées par cette zone qui s'appelle l'hypothalamus dans le cerveau. Et donc, du coup, les gens se sont dit, on va essayer d'empêcher ces petits neurones de trop donner de symptômes. Donc, on va empêcher ces petites molécules, de petits neurotransmetteurs du cerveau, d'agir sur ces cellules pour détendre cette zone, en fait. Et donc, ce traitement qui arrive, il y a 2 molécules, il y a une molécule allemande et il y a une molécule américaine qui arrivent sur le marché. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est de se dire, je vais pouvoir gérer cette partie, mais que cette partie climatérique. Pour l'instant, on n'a que des preuves que sur cette zone-là, qui est pénible, hein, parce que franchement, se réveiller la nuit trempé, c'est pas très sympa. Non, c'est sûr. J'ai détesté. Et donc, on peut agir sur ces symptômes avec un vrai traitement qui est dédié à ça. On ne va plus jouer avec d'autres molécules qui existaient avant, qu'on donnait, qui marchaient, mais qui étaient moins bien. C'est pas aussi bien que les hormones, pour l'instant, sur les études qu'on a. C'est très bien, hein, c'est beaucoup mieux que le placebo, c'est mieux que ce qu'on donnait avant. C'est un peu moins bien que les hormones. Mais pour les personnes, parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas prendre d'hormones, parce qu'il y a des problèmes cardiovasculaires, parce qu'il y a des problèmes de cancer, qui font que c'est pas possible. Cancer du sein, notamment le cancer du sein. Parce qu'on revient un petit peu à notre conversation numéro 1. Ça pourrait être quelque chose qui va vraiment apporter une alternative. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas mal. Mais c'est pas magique, ça diminue la fréquence, ça diminue la densité. Mais c'est pas quelque chose qui transforme la vie, comme transforme les hormones, par exemple. Mais pour être bien clair, ça joue sur la température du corps, donc les bouffées de chaleur, mais pas sur les autres symptômes comme l'ostéoporose, par exemple, les douleurs articulaires dont on parlait. Tous ces symptômes, probablement ça agira peut-être pas non plus sur toute la partie génito-urinaire, le fait d'avoir envie de faire pipi tout le temps, la sécheresse du vagin, les douleurs pendant les rapports. C'est possible que c'est pas d'impact en fait là-dessus. Faut attendre le reste des preuves, mais ça n'a pas cet effet complémentaire qu'ont les hormones de ménopause. Et pour celles qui voudraient prendre aucun traitement, parce que ça existe aussi, on peut peut-être, et puis donner quelques conseils pour limiter les bouffées de chaleur. On évite les excitants, l'alcool, le café. Alors, ça aussi, c'est testé pour vous. Moi qui suis une grande consommatrice de café, moi, c'était un café. Ça marchait très bien le café. Je savais, je demandais à l'interne, il fait chaud. Les émotions fortes, le stress, tout ça, ça joue. Exactement. Et après, ça dépend des personnes. Donc, c'est pas la peine de tout interdire. Il y a des personnes pour qui l'alimentation épicée fait rien du tout. Et puis, pour d'autres, c'est le festival. Donc, faut savoir que ça existe. Il faut savoir qu'il y a des déclencheurs.
Les personnes qui fument, par exemple, le tabac, souvent c'est un déclencheur. Pas toujours, mais c'est un peu en étreint. Et donc à partir du moment où on a repéré un petit peu les choses qui sont dures, se dire si je pouvais limiter, ce serait plutôt pas mal. Voilà, baisser la température de la pièce quand on s'endort. C'est un truc bête, mais ça marche. Voilà, et réussir à trouver des astuces pour que ce soit plus vivable en fait. Donc, encore une fois, ce traitement, il n'est pas encore disponible en France, mais c'est en bonne voie, puisque s'il a commencé à être autorisé aux États-Unis. Et commercialisé aux États-Unis, Alors, on parle souvent, Thelma Linet, des bouffées de chaleur, et pour cause, c'est vrai, la manifestation la plus invalidante, on va dire. On parle de l'ostéoporose, de fatigue, d'irritabilité. Oui. Et puis, il y a aussi des manifestations dont on parle peu, comme les migraines, par exemple. Est-ce que ça peut être lié? Alors, les maux de tête, oui. Les migraines, en fait, ça dépend. La migraine, c'est la variation qui fait la migraine. Les personnes qui ont des migraines, c'est le fait de varier dans leur vie qui génère la migraine. De varier quoi alors? Tout. On change d'heure, on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on se fait une migraine. Ah oui? On est en vacances, on se fait une migraine parce qu'on a changé ses horaires. On change de température, on fait une migraine. Tout est sujet à migraine. Et c'est la variation généralement qui génère la migraine. La ménopause, c'est pas un moment fascinant parce que si le sommeil est perturbé et que du coup on est déjà de base fatigué et qu'en plus on a les maux de tête parce que comme on dort pas bien, on peut avoir comme des syndromes d'apnée du sommeil, avoir les maux de tête le matin, d'avoir des choses qui sont pas très sympas. Déjà les maux de tête c'est pas cool. On rajoute des migraines parce qu'en plus on n'a pas bien dormi, on est susceptible, on change de vie. Et on va avoir des salves de migraines qui sont pas très cool à gérer. Alors la migraineuse c'est d'un point de vue médical, c'est toujours un petit peu un truc compliqué parce que migraine et hormones, c'est toujours un truc un petit peu à gérer avec douceur et délicatesse. Mais oui, on peut avoir, parce qu'on a cette variation hormonale. En plus, le début de la ménopause, c'est pas un moment carré. C'est des périodes avec et puis des périodes sans. Et puis il y aura plus en plus de périodes sans et de moins en moins de périodes avec. Donc là aussi, on va encore avoir de la variation. Et donc se retrouver avec toutes ces variations, particulièrement au début de ménopause, ça peut être vraiment pénible pour les patients qui ont des migraines, oui. Alors, un truc, moi, qui m'est tombé dessus, enfin, j'ai eu le sentiment que ça me tombait dessus avec la périménopause, c'est ce que les anglo-saxons appellent le brain fog, le brouillard mental. Ouais. Alors, ça, c'est pareil. Est-ce que c'est une conséquence des variations d'hormones? Est-ce que c'est une conséquence du vieillissement? Parce que parfois, on se dit, je perds la bouche, je perds la mémoire, et ça, c'est difficile de départager entre les deux. Le fait de manquer des hormones et d'avoir en plus un sommeil perturbé et d'être fatigué, parce que la fatigue c'est compliqué. Et la fatigue ça génère des troubles mémoriels. Donc on arrive avec 50 ans, on oublie tout. Et on se dit mince c'est Alzheimer parce que évidemment on dit ça y est je commence à être vieille, c'est Alzheimer. Ouais. Et donc en fait où sont mes clés? Oui c'est ça. Où sont mes lunettes? Alors c'est très bien, on a inventé plein de choses pour rien oublier. Mais ouais cette fatigue elle est pénible pour ça. Et donc tout ça mélangé plus. Souvent, on est dans des périodes de vie compliquées parce qu'il y a les ados, parce qu'il y a des jeunes adultes, parce qu'il y a de la tension dans la famille. Les parents vieillissent. Il y avait dans un féminin, ils appelaient ça la fête aux hormones. Il y a quelques années, j'ai trouvé ça assez amusant parce qu'effectivement, il y avait entre l'ado qui commence à découvrir certains types d'hormones et puis la mère qui commence à ne plus en avoir non plus, des symptômes qui sont parfois un peu équivalents. Parce du coup, ça permet de le connaître, de le comprendre, l'ado. Je trouve. Je sais pas. Moi, c'est mon cas en tout cas. Je comprends les bouleversements hormonaux de mon enfant. Et donc on a tout ça mélangé. Et donc on se retrouve dans une espèce de brouillard avec cette fatigue, l'impression de déborder tout le temps, comme un syndrome prémenstruel un peu, mais qui dure un peu, qui se met en mode long, quoi. Et cette sensation d'être dépassé, qui est pas bonne pour l'estime de soi. Et avec des personnes qui vont qui vont être mises sur la sellette, particulièrement dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment compliqué la ménopause dans l'entreprise parce que plus on va être, en plus plus on est élevé et plus il y a d'attentes et plus les gens ont les dents longues et ont envie de vous mettre de côté. Et quand on a 50 ans, souvent c'est qu'on est dans un seuil de carrière qui est plutôt élevé. Oui, après, en tout cas, on est dans quelque chose souvent qui est choisi. De jongler avec tout ça. Et si on commence à se mettre sur le bord et être mis de côté, redémarrer une autre vie, une autre histoire professionnelle parce qu'on a été mis sur le côté, c'est compliqué. Particulièrement, en tout cas en France, où la femme de 50 ans, elle a une place qui est pas magique. Ce serait bien de pouvoir en parler en entreprise et d'expliquer que ça ne dure pas, que ce sont juste des phases. Voilà. Mais ça, on n'en est pas encore tout à fait là en France. Parler de ménopause au travail, c'est encore un autre chantier. Quels sont les symptômes? Donc, je reviens sur ma question dont on ne parle
pas souvent ou moins souvent que l'ostéoporose. Alors, les douleurs articulaires, c'est vraiment invalidant. Ouais. Et que vous voyez dans vos cabinets. Ouais, il faut en parler parce que quand on n'en parle pas, les gens disent non, c'est la vieillerie et c'est pas vrai. Et ça s'améliore assez vite en fait sous hormones. On va avoir le brouillard psychique et la fatigue surtout parce qu'on n'en parle pas et on a l'impression d'être déprimé, d'être dépressive, tout ça. Et puis il y a des moments de vie, 50 ans, il peut se passer des choses dans le couple. Du coup, on veut toujours attribuer autre chose à la ménopause. La barque, elle est déjà lourde, on en rajoute un petit coup avec les hormones, c'est pas toujours facile. On va avoir toute la partie génito-urinaire dont on n'ose pas parler. Donc ça, c'est quoi, des infections soudaines, par exemple? Ouais, on peut avoir plus d'infections urinaires. Ouais. Parce que comme le vagin est moins acide, on va avoir plus tendance à avoir des infections urinaires. On va avoir les douleurs pendant les rapports. Donc, qui est un truc dont on n'ose pas... Et qui est très fréquent. Oui. On n'ose pas en parler, mais c'est très fréquent. Parce qu'on a peur de se faire envoyer bouler par son professionnel de santé en disant « Mais non, c'est pas grave, ça va passer, ou c'est l'âge. De toute façon, à votre âge, vous devez plus y penser. C'est ce genre de choses que j'ai... Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. C'est vrai. Ouais. Et de retour de professionnels qui disent « Mais non, mais de toute façon, à 50 ans... Voilà, il faut faire une croix dessus, vous n'avez plus l'âge. Vous n'avez plus l'âge de quoi? Même encore maintenant. Oui, ça existe encore. Donc voilà, heureusement, ça est de moins en moins fréquent. Merci pour le certificat d'obsolescence. C'est ça, ça fait un peu du mal. Merci. Donc voilà, et puis la partie impériosité, donc avec des incontinences qui changent un petit peu. Quand on est jeune, c'est plutôt de l'effort, je tousse, je fais du sport. Et puis la carence d'hormones au niveau du muscle de la vessie, en fait, ça rend le muscle un peu tout fou et il se met à se contracter alors que c'est pas prévu dès qu'on met les clés dans la porte ou qu'on prend l'ascenseur. Et on a ces impériosités qui rentrent en ligne de compte aussi. Et ça, si on ne sait pas que c'est... Impériosité qu'on peut appeler aussi des fuites pas toujours des fuites, mais oui, on n'est pas obligé d'aller à la fuite, mais en tout cas, on peut se sentir vite prise au dépourvu et d'être obligé d'un petit peu de... l'envie d'uriner plus souvent, je traduis. Oui, exactement. Nous, on appelle ça urgenturie ou des impériosités, exactement. D'accord. Et oui, c'est bien traduire. et on va voir ça qui est plus fréquent aussi. Donc ça, on met tout ça ensemble. On appelle ça le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça, c'est pas toujours tout de suite au début de la ménopause, mais c'est très hormonal. Et ça on n'ose pas en parler, mais il faut en parler parce que c'est invalidant. À 50 ans, il y a une femme sur deux qui a des soucis urinaires et qui n'ose pas en parler, donc c'est dommage. Et ça fait, c'est très bien pour les gens qui vendent des protections dans les supermarchés, mais c'est pas toujours la bonne réponse. Et peut-être qu'on pourrait justement offrir, c'est l'occasion d'en parler. Et quoi d'autre alors dans ce qu'on pourrait appeler la face cachée de la ménopause? On a ça, la partie génito-urinaire, les douleurs articulaires, les maux de sein. On peut avoir mal au sein pendant cette période parce que comme on prend de la graisse sur le tronc plutôt, on perd un peu la graisse des cuisses, la graisse des fesses et puis c'est le tronc qui prend souvent. C'était il y a quelques années, en Angleterre, ils avaient repris un petit peu l'association ménopause et c'était douleur au sein qui revenait en deuxième. Donc, dans les symptômes de ménopause dont on n'ose pas parler, c'est avoir mal au sein. C'est généralement lié à la prise de poids. La prise de poids, ça fait partie des symptômes de la ménopause aussi. C'est inévitable, ça? Mais non, rien n'est inévitable. Mais c'est fréquent. Tant mieux. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Les acouphènes, moi j'en j'ai l'impression que c'est alors lié. Ça, c'est mais... je sais pas, moi je pense que c'est lié à l'âge aussi. Mais après, les acouphènes, c'est un des symptômes du fait que l'oreille commence à baisser aussi. C'est vrai qu'à cette période-là, à chaque fois qu'on a un truc un peu bizarre, on se dit oui, ça doit être c'est pour ça que j'essayais de faire la part des choses entre ce qui est lié à la variation d'hormones. Donc la presbytie, non plus. Ça, oui, je me doutais. Mais les acouphènes, c'est la baisse de l'audition. Alors après, il y a aussi un phénomène articulaire dans les oreilles, mais c'est lié plutôt à la baisse de l'audition normalement. La fragilité osseuse, donc, on n'a pas des douleurs articulaires, mais l'ostéoporose, c'est important. Moi, on m'a recommandé de faire, je ne sais pas si je vais le dire correctement, une ostéodensimétrie. Ostéodensito. Ok. C'est comme le pestacle, c'est compliqué au début, après on s'en sort. Alors, ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut le faire? Alors, l'ostéodensitométrie, c'est une façon de regarder la densité de l'os avec une sorte de radio particulière qui permet de savoir si on a de l'ostéoporose ou pas. En fonction de son histoire personnelle, voilà, j'ai déjà fait des fractures, je suis grande et mince, voilà, ce qui sont des facteurs de risque. Ou dans ma famille, il y a plein de gens qui ont fait des fractures bizarres, ou il y a déjà de l'ostéoporose dans ma famille, ou ça fait longtemps que je suis ménopausée. On peut envisager de dépister l'ostéoporose avec une ostéodensitométrie qui permet de savoir où on en est. Et ça consiste en quoi en fait? C'est comme une radio. Ce nom barbare, ça consiste en quoi? C'est une sorte de radio en fait. Voilà, c'est une radio particulière qui est faite par le... Oui. Et au lieu de regarder l'os sa forme, on va regarder la densité
en calcium de l'os. Ouais. Voilà. Donc c'est pas mal de le faire vers 45 ans, comme ça après on a une base pour comparer, non? C'est compliqué de dire parce que ça dépend surtout du contexte. Une personne par exemple qui a eu pour plein de raisons beaucoup de traitements par cortisone, c'est utile. Une personne qui a eu des troubles du comportement alimentaire à l'adolescence par exemple avec une phase d'anorexie, oui c'est utile. Donc là, on peut envisager parce qu'il y a des facteurs de risque. Et après, c'est pas systématique. Je pense que c'est des trajectoires de vie. Alors, je disais tout à l'heure en ouvrant cet épisode que je prends le traitement depuis 4 mois maintenant, notamment parce qu'il y a de l'ostéoporose dans ma famille et que je me suis dit, si je peux gagner 10 ans, voilà, c'est top. Et c'est vrai que je sens quand même que les symptômes sont moins présents. Notamment en ce qui concerne les bouffées de chaleur, etc. Est-ce que, comme certains de vos confrères consorts, vous diriez qu'au bout de 5 ans, vaut mieux arrêter? Parce que là, il y a un petit débat là-dessus. C'est pas la peine de prolonger au-delà de 60 ans. Je trouve ça très amusant, c'est les débats où les médecins vont réfléchir à la place des gens. Je trouve ça dommage. C'est un peu à quel âge on doit arrêter sa contraception? Quand on n'en a plus besoin, quand on a compris que après 45 ans, la fertilité diminue, est-ce que j'accepte ou pas le risque? Est-ce qu'on doit imposer aux gens d'arrêter quelque chose qui leur fait du bien sous prétexte que dans les études, on aurait fait ça ou ci ou ça? Ouais. Si ça leur fait du bien, que les gens ont compris qu'il y avait des bénéfices et des risques, pour l'instant, les données de la science... Parce qu'il y a des bénéfices et des risques, mais il faut qu'ils les connaissent. Encore faut-il qu'ils les connaissent. Mais c'est ça. Si un traitement n'a pas d'effet indésirable, il n'a pas d'effet désirable. Donc un traitement qui a des effets désirables, si je le donne à mauvais escient, il va aussi avoir un effet indésirable. Donc il faut demander à sa gynéco d'expliquer quels sont les effets positifs et les effets négatifs. Exactement. Ouais. Je dis ça parce que parfois on nous l'administre sans même nous expliquer quels sont les effets secondaires. Moi, ça m'est arrivé. Oui, ou on interdit de le prescrire sans expliquer alors, à pourquoi. On ne veut pas le prescrire. C'est ça. Oh là là, le cancer du sein. Mais bien sûr, c'est vrai. Il y a plus de cancer du sein. Bon, pas beaucoup, mais il y en a plus. Mais il y a l'ostéoporose, il y a le cancer du côlon, il y a plein d'autres avantages qui sont aussi dans la santé, l'infarctus. Voilà, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses négatives. Mais c'est le principe de la vie. C'est aux gens de décider, en fait. Et c'est ce que disent les recommandations. Hein. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de date limite. C'est à la personne de décider si elle a compris qu'il y avait des avantages ou des inconvénients, quand est-ce qu'on s'arrête. Et puis, il n'y a pas d'âge. Voilà. Les hormones, d'ailleurs, ça permet d'éviter d'autres désagréments comme la sécheresse vaginale. Mais ça peut être aussi utilisé en local, en crème. Hein. Ça, c'est peut-être moins lourd qu'un traitement hormonal. Alors, ça dépend des crèmes, oui, bien sûr. Pour les personnes qui sont vraiment gênées par ça, oui, ça peut être une bonne idée. On peut envisager de prendre que des traitements locaux. Il y a des traitements locaux hormonaux avec des hormones qui restent quasiment que dans la zone vaginale, qui vont pas améliorer d'ailleurs que cette partie-là. Ça peut améliorer aussi l'inconfort urinaire, ça peut améliorer les douleurs pendant les rapports, le fait que la vulve change un petit peu. Ça peut fonctionner. Ouais. Et donc pour certaines personnes pour qui on peut pas prescrire, parce que les hormones en général, chez elles, ce serait un petit peu dangereux, on peut envisager de donner un traitement local. Mais il n'y a pas que des hormones d'ailleurs. En local, on peut aussi il y a du gel à l'acide hyaluronique, il y a d'autres solutions qui sont très efficaces aussi pour améliorer un petit peu le confort de cette zone-là. Ouais. Alors, vous êtes aussi spécialiste de la prise en charge hormonale des personnes trans. C'est la même prise en charge pour une personne trans, femme trans, homme Oui, très trans. Étonnamment. Oui, c'est pas très compliqué. En vrai, on doit pas. La réflexion, c'est la même. C'est-à-dire que j'ai une personne qui a des hormones de départ qui ne conviennent pas, que je peux enlever. Ça, je peux faire. C'est très facile d'enlever les hormones d'une personne de son genre dit d'assignation. Donc, pour une femme trans, c'est le genre masculin au départ. Donc ça, c'est facile. Mais je transforme cette personne en personne ménopausée. Parce que Parce que j'enlève toutes ces hormones sexuelles. Ouais. D'accord. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce que je peux proposer en échange? Des hormones aussi, de ménopause, les mêmes, avec des dosages qui sont des fois un tout petit peu différents. Un supérieur peut-être. Un petit peu supérieur quand on commence, mais quand ça fait longtemps qu'on est sous hormones et que c'est les mêmes, en vrai. Donc au début, oui, parce qu'on a besoin de féminiser et que c'est important, mais au fur et à mesure de la vie, plus le temps passe, plus la personne se sent bien dans son corps, et plus on va arriver à rejoindre les femmes qu'on dit cisgenres. Et donc, il n'y a pas de différence en vrai. Et même bénéfice, même risque. Donc, et c'est la même idée, en fait. Quand on a dépassé la cinquantaine, comme de toute façon, cette ménopause, encore une fois, elle n'est pas, entre guillemets, naturelle,
puisqu'elle est culturelle, elle est liée au fait qu'on puisse vieillir aujourd'hui, je peux avoir la même réflexion en me disant qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous souhaitez continuer vos hormones ou pas? Est-ce que vous souhaitez être comme les copines dans un état de ménopause ou pas? Est-ce que vous voulez... Et qu'est-ce que vous voulez qu'on poursuive? C'est une décision partagée pareil, en fait. Il n'y a pas de différence. C'est assez... Mais généralement, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors j'ai discuté avec une Anglaise cet été. Elle me disait que la grande mode, il faut se méfier des modes, mais la grande mode là-bas, pour les femmes ménopausées, c'est de prendre de la testostérone. C'est quoi cette idée? Alors, la testostérone, c'est une hormone sexuelle. Ouais. Et mal. Oui. Mais je suis un peu nulle en bio, mais quand même. Oui, mais qui a exactement le même effet sur notre ami l'hypothalamus là-haut. Donc, c'est pour ça que les hommes, ils ont une andropause, mais qui est beaucoup plus tardive. La testostérone diminue vraiment beaucoup plus progressivement avec l'âge, et ils vivent pas cette séquence bouffée de chaleur. C'est beaucoup moins violent pour eux. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on va avoir moins de testo, donc moins de muscles, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais avec beaucoup plus de lenteur. Et du coup, on pourrait se dire, comme je peux pas prendre d'hormones, ou je souhaite pas, ou pour plein de raisons, je veux pas prendre d'hormones féminisantes, je vais prendre de la testo, avec des doses qui ne sont pas du tout des doses masculines, souvent c'est 5 mg, donc c'est un dixième à peu près. Mais quel est le but? De donner un peu d'hormones sexuelles au corps. Parce que quand je parle de mode, c'est qu'elle me disait, du coup j'ai... De l'énergie. Ah oui, énormément d'énergie, etc. Ouais. Et le font les médecins français? Non, parce que, alors, nous en France, on n'a pas... en Angleterre et aux États-Unis, ils ont ce qu'il faut en fait. Ils ont déjà des préparations qui sont adaptées aux femmes en testostérone, avec des dosages qui sont 10 fois moindres que ce qu'on donne pour les hommes en fait. Et donc là, nous, si on le fait, bien sûr qu'on pourrait le faire, mais on n'est pas dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché parce qu'on n'a pas le produit. Et en plus, on n'a pas les doses qui s'adaptent. Et on risque de masculiniser trop fort. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien quand on a un petit peu de dose. Parce que ça va pas changer la voix, ça va pas faire pousser la barbe, en tout cas, elle va pousser, ça peut arriver. La ménopause, de temps en temps, on peut voir ce genre de choses apparaître, mais en tout cas pas à une vitesse folle. Et puis ça va donner un petit peu d'hormones sexuelles au cerveau, qui va être très content de tout ça. Et du coup, on va limiter tous ces impacts négatifs, parce que c'est toute petite partie de masculinisation qu'on va obtenir. Si ça n'a pas un impact trop délétère sur le poil, la barbe, les cheveux, parce que ça peut faire tomber les cheveux, tout ça, voilà, et que la patiente le souhaite, on peut envisager ça. Mais ça, est-ce que c'est une bonne réponse? Parce que c'est une réponse temporaire. Moi, je crois beaucoup, je vais revenir à Martin Winkler. Il aime bien avoir l'idée, relation entre les soignés et les soignants. Avec des soignés qui sont capitaines de leur bateau. Voilà, le bateau, c'est le corps. Ils connaissent peut-être pas forcément bien le bateau, mais ils sont capitaines. Ils savent à peu près où est-ce qu'ils veulent aller. Et nous, on est un peu les pilotes. C'est-à-dire que les médecins, on est censé avoir une notion de où se situe un moteur, une coque, comment ça marche, tout ça. Vaut mieux, ouais. Et on sait aller un petit peu dans la salle des machines et mettre plus de vitesse, moins de vitesse, plus de machin, plus de bidule. Et faire des choses pour que le capitaine puisse faire avancer le bateau dans la direction qu'il veut. Parfois, il y a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des relations inverses se mettre en place avec des personnes qui sont plus capitaines mais pilotes, mais ne savent pas pourquoi ils pilotent. Il y a des gens qui vont vouloir un traitement, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question, mais au fait, quel est mon souci? Est-ce que ce que je demande, ça correspond à mon attente? Et est-ce que je connais le mode d'emploi, en fait, de ça? Oui, il faut quand même faire confiance aux personnes qui nous soignent. Oui, à condition que, bien sûr, ça soit une décision partagée, qu'on ait les explications et qu'on ait ce qu'il faut aussi en tant que personne pour pouvoir juger de ce qui est bien ou pas. Et là, j'en viens à cette question qui me taraude. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas, à 45 ans, un rendez-vous chez le gynéco, qui expliquerait aux femmes, voilà ce qui vous attend, voilà ce que vous pouvez faire, ne paniquez pas, voilà ce qui peut arriver, etc. Parce qu'on est tellement pris au dépourvu. Moi, j'aime beaucoup le soin primaire, donc je rajouterais les médecins traitants et je rajouterais les sages-femmes aussi, parce que c'est aussi des acteurs de soins et par rapport à la santé de la femme qui comptent beaucoup. Et pourquoi il n'existe pas? Il y a bien des rendez-vous médicaux pour les enfants, où on vérifie les dents. Et moi, j'irais plutôt dans un sens où on fait de la santé sexuelle chez les ados en collège, voilà, par exemple, avec des formations. Pourquoi ces intervenants qui sont quand même capables de parler de choses intimes, pourquoi on ne proposerait pas une journée d'information sur la ménopause?
Voilà, de la même façon. Alors on avait fait ça avec une sage-femme qui s'appelle Charlotte Vincent, qui avait fait dans la ville de Noisy-le-Sec, on avait fait toute une journée ménopause. Mais vous voyez ça où alors, dans les mairies Moi, je verrais exactement. Je verrais des trucs un peu comme ça. Ce serait bien. Porte ouverte ménopause. J'adorerais l'idée. Moi, je suis très fan de l'idée du ménopause café. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment monter ça. Café. Mais oui, j'aimerais vraiment ça en disant voilà, on fait un ménopause café comme en Angleterre, avec des personnes qui sont des experts de leur histoire. Voilà, qu'on appelle les pères aidants, donc des gens qui ont vécu la ménopause et qui connaissent ça, et qui connaissent en tant que personne la ménopause. Pourquoi pas des experts de la santé et de la psychologie, parce que c'est deux choses qui sont, à mon avis, voilà. Et là, on va vous dire, oui, mais bon, la Sécu... mais pourquoi et ménopause café, il n'y a pas de déficit de Sécu, on se déplace, le bar, ce qu'il fait, c'est qu'il gagne un café. Je trouve ça génial comme idée, mais déjà... Est-ce qu'on pourrait avoir ce fameux rendez-vous à 45 ans chez la sage-femme, chez le gynéco, chez le médecin traitant pour parler de ménopause, voilà, et puis des spots pas complètement démunis quand ça nous arrive. Et puis d'information. Voilà, pas imposer comme ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'informe pas, on impose. Octobre Rose, c'est pas informer. Bon, on va militer pour que ça. Mais moi, je suis pour l'information. Ça existe, ce rendez-vous médical à 45 ans. On fait ça. Merci beaucoup, Thelma Linet, d'être passée dans les studios de Binge pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Lorraine Bess était à la production pour cet épisode, Paul Berthiaud à la réalisation. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, il y a une page Instagram dédiée, Chaud dedans. Je vous y attends. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines.